Bonjour à tous, je suis Rebecca McLaughlin-Duane. Cette semaine, nous partons sur les traces de la famille royale d'Abu Dhabi. Elle vivait ici, au palais Qasr Al Hossein. C'est l'un des sites culturels les plus importants des Émirats arabes unis. Puis nous en apprendrons plus sur l'oiseau national des Émirats, le faucon. Nous visiterons le plus grand hôpital dédié à ces rapaces au monde. Il est situé à Abu Dhabi et accueille plus de 12 000 oiseaux chaque année. Mais d'abord, revenons à Qasr Al Hossein. Vers 1790, lors de sa construction, c'était un poste de défense et de surveillance. La famille royale y habitait. Aujourd'hui, après des travaux de restauration qui ont duré 11 ans, ce palais est devenu un trésor national. La grande métropole d'Abu Dhabi s'est créée et transformée ici même. Tout a commencé quand la tribu Al Nahyan a transféré le siège du pouvoir qui était au sud du pays, dans la ville. Au départ, seule une communauté tribale qui dépendait de la pêche y vivait. En arrivant, la dynastie a ensuite créé Qasr Al Hossein. Avec ce palais, l'objectif était de surveiller les routes commerciales et de protéger les colonies établies aux alentours. Parmi les plus anciennes constructions, cette tour de guet. Après son arrivée, la communauté Al Nahyan a continué à s'étendre. Entre 1928 et 1966, sous l'impulsion du cheikh Chabout Ben Sultan, des terres ont été distribuées à des ressortissants émiratis. Une pratique aussi appliquée par son successeur pendant près de 40 ans. En 1990, de l'humidité corrosive est découverte dans les murs du palais. Il y a 10 ans, des travaux de restauration ont été effectués et maintenant, les touristes peuvent visiter l'ancienne demeure de la famille royale. Ici, des reliques du passé côtoient des sculptures modernes. La maison des artisans célèbre l'artisanat traditionnel des femmes bédouines. Les Émiratis présentent des spécialités, la broderie, le tissage et le tressage de feuilles de palmier pour faire des paniers. Salama Al-Shamsi est la directrice du site. Elle souhaite qu'il devienne incontournable grâce aux événements culturels qui y sont organisés. Elle veut aussi réunir la communauté locale, comme c'était le cas il y a des centaines d'années. Salama, bienvenue dans Inspire Middle East. Merci beaucoup d'être venu à Qasr Al Hossein. Merci de nous recevoir. Depuis quelque temps, Abu Dhabi veut être non seulement une destination touristique, mais aussi culturelle. Comment ce palais s'intègre dans cette stratégie ? Nous essayons de faire de Qasr Al Hossein un incontournable pour les touristes. C'est un site qui explique à la fois le développement de la ville d'Abu Dhabi, mais aussi de sa communauté. Cet endroit rassemble les gens. De nombreux experts, des archéologues travaillent sur ce site depuis une dizaine d'années. Quels sont les trésors les plus fascinants qui ont été découverts ? On en trouve presque tous les jours. L'un de mes plus beaux souvenirs est la découverte d'un puits, 2 semaines avant que le musée n'ouvre. Il est situé de l'autre côté du fort et est très bien préservé. Y avez-vous fait un vœu? C'est une tradition en Occident. J'y crois aussi. Nous irons au puits ensemble prononcer nos souhaits. J'imagine qu'entre la restauration et le développement du site, vous avez dû relever des défis. Pour moi, le plus difficile a été de trouver comment raconter aux visiteurs l'histoire de la tour de guet. Ce bâtiment est le plus ancien de Qasr Al Hossein. Il a été construit en 1760. À l'intérieur, nous avons mis en place un son et lumière qui est magnifique. Au final, ça offre une belle expérience.
Il y a un nouveau musée qui retrace la vie des tribus qui vivaient ici. Qu'a-t-on appris sur cette époque et sur les populations qui y sont venues il y a 250 ans? Dans le musée, vous découvrez comment elles ont développé, protégé Abu Dhabi et en ont fait une ville mondiale. On sait aussi ce que faisaient les cheikhs et leurs épouses dans leur vie quotidienne, ce qu'ils aimaient manger, quels étaient leurs rituels et célébrations de mariage, ce qu'ils aimaient lire. Vous pouvez comprendre tout cela dans ce musée. Le rôle des femmes émiraties dans la société est très intéressant. Que lisaient-elles? Comment organisaient-elles leur temps? Elles géraient le foyer, la maison, quand les hommes allaient pêcher ou chercher des perles dans des huîtres. Il y a aussi de drôles d'histoires. Par exemple, celle de Goud bin Charbout, qui a été la première femme à conduire à Abu Dhabi. Elle a ensuite appris à beaucoup d'hommes dans la ville à conduire. Une assemblée que l'on appelle Majli a été restaurée. Il y a des centaines d'années déjà, les communautés locales y posaient des questions à la royauté. Quels pouvaient être les problèmes importants des populations? Dans les années 60, par exemple, avant la création des Émirats arabes unis, avant qu'il y ait des ministères, on parlait surtout du nombre d'écoles, du système de santé. C'étaient les principaux sujets. Disons que nous avions besoin de plus d'hôpitaux, de plus de routes et de plus de lumière dans les rues. Les Émirats peuvent-ils exporter à une échelle commerciale des traditions locales comme la technique de tissage sadou? Nous allons commercialiser ces traditions très bientôt. Vous pouvez déjà voir des designers qui se servent de professions et de techniques de tissage traditionnelles pour faire des vêtements, des meubles et même de la papeterie. Les gens s'y intéressent beaucoup. Salama, merci de nous avoir accueillis. C'était un plaisir de vous recevoir à Qasr Al Hosn. Cela fait maintenant 4000 ans que les Bédouins de la région pratiquent de la fauconnerie. À l'époque, c'était pour chasser. Maintenant, c'est devenu un sport. Salim et Saïd s'est rendu dans un hôpital qui joue un rôle clé dans l'élevage et la réhabilitation de ces magnifiques oiseaux. Parmi les rapaces, Fala, 8 ans. Cette femelle vient à l'hôpital d'Abu Dhabi, dédié spécialement aux faucons. Elle a été amenée par son entraîneur après avoir perdu les plumes de ses ailes dans un vol. Fala ne peut plus voler correctement. Grâce à une technique spéciale, les vétérinaires vont lui implanter de nouvelles plumes, de la même taille et de la même couleur pour qu'elle puisse de nouveau écarter ses ailes. Son entraîneur a amené Fala ici car il veut le meilleur pour elle. C'est un peu comme si le faucon était une partie de vous, un peu comme l'un de vos enfants. Le plus important est donc qu'il ait un bon traitement et un bon médecin. Dans cet hôpital, les entraîneurs amènent leurs faucons à des sessions pour affûter leurs griffes et leurs becs, afin qu'ils améliorent leur capacité à attraper et manger leur proie. Les faucons viennent aussi pour des opérations chirurgicales complexes, quand des vers se développent dans leurs poumons par exemple. Le docteur Margit Müller est une vétérinaire allemande. Selon elle, cet hôpital permet de soigner les oiseaux depuis 20 ans. Ils peuvent se remettre de maladies et de blessures physiques qui auraient entraîné leur mort s'ils étaient dans la nature. Avant, leur durée de vie moyenne était entre 12 et 15 ans. Mais avec ces examens de santé de routine, certains faucons ont 18, 19, 20 ans. Cet hôpital est le plus grand institut de médecine au monde pour ces oiseaux. Une centaine d'employés guérit chaque année des milliers de faucons. Les médecins soignent aussi d'autres rapaces. Il existe une volière avec des perruches et des animaux exotiques qui bougent leurs plumes au rythme de musiques entraînantes. Par ailleurs, l'urbanisation peut être dangereuse pour les faucons. Ils se font électrocuter par des lignes électriques, n'ont plus rien à manger car leurs proies sont tuées à cause des herbicides. Ils ont même contracté certaines infections humaines. La fauconnerie pourrait aider les faucons à ne plus faire partie des espèces en danger. Pendant des milliers d'années, les habitants de la région ont utilisé des faucons pour se nourrir.
Aujourd'hui, la fauconnerie est devenue un sport populaire qui encourage l'élevage de faucons et leur retour dans la nature. Cette compétition fait maintenant partie du patrimoine. Je suis allé à la rencontre d'un entraîneur qui travaille avec les faucons depuis plus de 35 ans. De septembre à mars, les mois les plus froids, Khalifa Al-Kendi emmène sa centaine de faucons dans ses champs de Dubaï. Son objectif, les faire gagner en force et en vitesse. Ces rapaces participent à environ 6 courses par an. Comme tous les athlètes, leurs apports alimentaires et leur poids sont contrôlés. Les exercices sont intenses. Les entraîneurs utilisent des drones et des avions télécommandés pour se développer. Chaque faucon est équipé d'un dispositif qui enregistre sa vitesse et calcule les progrès effectués. Non seulement Khalifa passe beaucoup de temps avec ses faucons, mais il leur dédie aussi beaucoup d'argent. Il achète à des éleveurs européens réputés des oiseaux de qualité. Le prix, entre 1000 et 100 000 $ le rapace. Quand on gagne, le bonheur est immense. Je suis heureux. J'oublie tout le dur travail accompli et toutes mes dépenses. En tant que membre d'une équipe gouvernementale, Khalifa obtient des subventions pour les faucons achetés. Parmi ces rapaces, il forme beaucoup de faucons pèlerins. Avec une vitesse qui atteint les 300 km/h, le pèlerin est considéré comme l'oiseau le plus rapide de la planète. Il repère ses proies à plus d'1 kilomètre, autant d'atouts qui en font un prédateur dangereux et un compétiteur féroce. Voilà pour cette semaine. Avant de vous dire au revoir, voici quelques publications sur Abu Dhabi postées sur les réseaux sociaux. Neil vient des Philippines. Il a mis en ligne cette photo de Qasr Al Hossein au crépuscule. Il affirme que ce lieu est l'harmonie parfaite entre le passé et le présent. Enfin, Glenn, un résident des Émirats, a pris cette photo avec un faucon après une séance d'entraînement.